Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, collision fatale entre un véhicule 7 places et un camion gros porteur. 6 personnes sont décédées sur le coup. Le drame est survenu à Kalayan, dans la commune de Niassia, département de Ziguinchor. Les Ziguinchorois s'interrogent sur cette intensification des accidents dans la zone. Quelques semaines après le violent choc de Badjouré, nous ferons le point avec notre équipe là-bas, dans le sud. Grève des boulangers effective à partir de demain mardi. Les boulangers du Sénégal décrètent 72 heures sans pain. Ils exigent une nouvelle structuration des prix ou la suppression de la TVA. Et puis va-t-on vers une pénurie de sucre? La distribution fait défaut actuellement. Dans de nombreux points de vente, le sucre est presque introuvable. Conséquence, le kilogramme de sucre connaît une légère hausse dans certaines boutiques. À suivre notre reportage. Malgré les inondations répétées à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, la population et la commune disent niet à une possible délocalisation de l'hôpital. C'est une idée de l'alliance And-Gueusseum. Justement, Mballo Diakam apporte des précisions dans cette édition, vous le verrez tout à l'heure. Et puis, pourquoi l'incendie en Amazonie nous concerne? C'est un bien commun universel qui brûle. Les conséquences pourraient être catastrophiques pour l'humanité. On vous explique tout dans un instant. Une femme et son bébé de 3 mois ont péri dans cet accident survenu dans la commune de Niassia, c'est dans le sud. Un accident de plus qui a fait 6 morts sur le coup. Boubacar Diassi. Le drame est survenu ici, au village de Kalayan, non loin de cette borne kilométrique sur la route régionale numéro 20. Le maire de la commune de Niassia et un témoin oculaire expliquent. On s'est réveillé avec tristesse. Le bilan est lourd. Donc il y a eu 2 blessés qu'on a évacués immédiatement à l'hôpital régional et 6 corps sans vie, dont un enfant. C'est un camion qui transportait des gravions qui venaient de Ziguinchor. Et un véhicule transport en commun, communément appelé 7 places, qui venait de Cap Skirring. Donc à hauteur de Kalayan, après le village de Kalayan, entre le village et le pont de Niambalan dans les rizières. Donc il pleuvait vers 6h30 d'après le chauffeur, Sekou Dabo, et il disait que son véhicule a glissé, donc il est parti retrouver le véhicule transport en commun de l'autre côté. Donc il a traîné, descendu la chaussée et finalement monté sur le véhicule, ce qui a rendu le bilan très lourd. Parce que c'est vers 6h du matin. Il faisait encore nuit et il neigeait. Il y avait une petite goutte de pluie. C'est lorsqu'il y avait des gouttes de pluie. C'est là que le chauffeur a laissé jusqu'à l'endroit de cette place. C'est pour ça que ça a fait reculer cette place jusqu'à dans le fond des rizières, là où on l'a trouvé. Il aura fallu 4 tours d'horloge pour que ce camion de 30 tonnes rempli de gravillons soit dégagé par cette grue de l'armée. Le choc est immense. Ces habitants de Kalayan se rendent compte qu'une des victimes et son bébé sont leurs parents. nañu conseiller chauffeur yi waaw man loolu laa bëgg man may Fatou Diatta man may voisine am ñun ñooy dëkk doom bi xale bi man maa koy téye 2 mois poussière la amagul 3 mois waaw mu ngi ci biir. Le président de la gare routière de Ziguinchor réagit. Tout le monde a vu qu'on a dégagé le camion sur les 7 places, que vraiment c'est intolérable, c'est vraiment douloureux. Nous nous excusons à leurs parents de dire que c'est le dessein, c'est la volonté de Dieu. Le maire Mamadou Diallo renchérit. C'est la vitesse peut-être, mais surtout des ralentisseurs. L'axe là, on a souhaité avoir un ralentisseur à Kalayan, à Dar Salam. Les accidents de la circulation auront fait une 15aine de morts dans la région de Ziguinchor, rien qu'en ce mois d'août. Et puis cet autre accident, 2 personnes tuées sur le coup et 40 autres blessés. Bilan de l'accident de la route qui est survenu sur la route nationale numéro 2 près de la commune de Ndande dans le département de Kébémer. Il s'agit là également d'une collision entre un bus horaire venant de Dakar et un camion en provenance de Ndande. Les victimes ont été évacuées vers le centre de santé de Kébémer et l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Selon
des témoins. Le bus est sorti de sa voie et a heurté le camion. Et face à ces multiplications des accidents, la sensibilisation n'est jamais de trop. La sensibilisation, c'est le maître mot de Ousmane Doye, victime d'un grave accident. En 2017, il a réalisé un film documentaire sur la question. Il pointe du doigt l'indiscipline, la corruption et l'amateurisme des chauffeurs. C'est un sujet de Cheikh Diop et Jafaraba. Voilà une décennie que la vie de cet homme a basculé. Victime d'un accident de la route, Ousmane Doye est cloué sur sa chaise roulante. Une mésaventure qu'il a du mal à oublier. J'étais en mission en Kédougou, que mon véhicule a fait 9 tonneaux. Ce n'était pas moi qui conduisais quand même. Bon, lorsque mon véhicule a fait 9 tonneaux, j'ai étudié lenteur parce que j'étais blessé, mais je n'avais aucun saignement extérieur ni truc. Mais il y avait mes colonnes qui s'est déplacées un peu. Bon, l'accident est produit le 7 février 2007 à partir de 16h. Les chapeaux sont arrivés et puis voilà, donc après hôpital Tamba principal. Donc de là-bas encore, lorsqu'ils ont fait l'opération, après l'opération, j'ai vu que mieux de perdre mes âmes que de perdre mon esprit. Et c'est dans ce cadre que j'ai vu le nombre de morts et le nombre de paralysies et le nombre d'interventions au niveau de l'hôpital que j'étais. La situation inquiète plus d'un avec la récurrence des accidents. Le dernier en date, celui survenu à Oussouye. Si vous partez au principal, 14 000 interventions par an. Dans les régions comme Thiès, 200 interventions par mois. Kaolack, 350 interventions. Est-ce que vous comprenez? Les accidents sont énormes. Bon, souvent, ils sont mal formés. Et souvent, il y a la corruption. Et souvent, il y a l'indiscipline. Et ça nous fait mal de perdre des citoyens sénégalais, 5 ou 10 par jour. Ça nous fait mal. Et nous passons condoléances à ces familles. Il fait partie de ces milliers d'accidentés de la route plus chanceux pour avoir eu la vie sauve. Pour éviter ce sort, à ses compatriotes, Ousmane s'engage dans la sensibilisation à travers un film documentaire sur la sécurité routière. J'ai d'autres missions à faire, de contribuer et de sensibiliser les citoyens sénégalais pour ce qu'il m'arrive n'arrive pas à mes confrères citoyens sénégalais. Le projet, ça peut réduire le nombre de morts parce que ça parle beaucoup de choses. À travers le documentaire, avec d'autres outils en même temps, descendre dans le terrain, de mener des campagnes de sensibilisation. Il se dit déterminé à sensibiliser les Sénégalais. Selon lui, l'indiscipline, le manque de formation et la corruption sont à l'origine des accidents de la route. Il interpelle tous les conducteurs pour plus de retenue et de responsabilité. Et puis toujours restons dans le secteur. Les réseaux de transport gérés par AFTU menacent d'aller en grève à partir du 4 septembre prochain. Et les transporteurs urbains exigent un meilleur traitement salarial et de conditions de travail un peu plus dignes. Pour y voir un peu plus clair, nos équipes sont allées au terminus Tata de Ngor. Maimouna Ndiaye et Cheikh Diop. Ligne 35, Mbaye est chauffeur dans ce groupement de transporteurs depuis 2008. Des années au service d'AFTU, jusque-là, rien n'a changé. Nos employeurs nous avaient rassurés en promettant de revoir nos statuts, nos indemnités, nos horaires entre autres. Mais depuis lors, rien. Moi qui vous parle, j'ai quitté Rufisque à 4 h du matin pour rejoindre Pikine et je ne descends pas avant 23 h. La prise en charge médicale parmi les revendications de ces transporteurs qui menacent d'aller en grève. Nous avons des salaires dérisoires, nous n'avons pas d'IPM, l'IPRES, j'en parle même pas. La caisse de sécurité sociale également. Avant, nous avions des cartes dites tranche vie, mais c'était ciblé avec des cotisations de 5 000 francs mensuellement. Nous n'avons pas besoin de rotation pour les horaires, qu'ils diminuent les heures de travail. Et pourtant, ils avaient trouvé un accord avec leurs employeurs, mais jusqu'ici, aucune avancée. Dans le contrat qui était signé, il était prévu une augmentation des salaires, la régularisation des situations, mais jusqu'au moment où je vous parle, le protocole d'accord n'est pas appliqué. Si solution n'est pas vite trouvée,
Ces travailleurs vont observer un arrêt de travail le 4 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Au stage, Maïmouna Ndiaye et Amadou Ba. Et puis le médiateur de la République à Thiès liste les problèmes des populations, litiges fonciers, des employés qui ne respectent pas leurs employeurs, surtout au niveau des sociétés minières. Maître Alioune Badara Cissé révèle que la plupart des problèmes ont connu des solutions. Il s'exprimait lors de l'installation du correspondant du médiateur de la République à Thiès. Charente Diop, c'est l'attire. Quel glissant et rocailleux terrain que celui du médiateur de la République. Cette institution continue d'intéresser les populations. Alioune Badara Cissé, venu à Thiès pour l'installation du correspondant du médiateur de la République, a fait cas d'une centaine de requêtes déposées sur sa table en provenance de la région de Thiès. La plupart des requêtes sont d'origine foncière ou d'essence foncière, ou alors des réclamations de nature salariale ou de pension. Je pense que Thiès a des industries qui pendant longtemps n'ont pas été à jour par rapport à leurs anciens employés. Et dans cette phase de rattrapage et de régularisation, le médiateur a été très actif. Il y a également beaucoup de litiges fonciers, peut-être pas trop dans le département de Thiès, mais dans le grand département de Mbour. La frénésie autour de la terre est devenue une réalité dans notre pays. Face au conflit, à l'accaparement des terres, aux pertes d'emploi, Alioune Badara Cissé indique que le taux de résolution des conflits sur le plan national a nettement évolué. Nous sommes aujourd'hui à près de 40 à 45% pour chaque année, parce que les conflits durent plus d'une année pour leur résolution. On peut être saisi en 2019 et la solution définitive n'interviendrait qu'en 2023. L'administration nous donne beaucoup de garde et vraiment nous les en remercions. Goro Diop a été nouvellement installé dans ses fonctions de correspondant à Thiès du médiateur de la République. C'était devant les autorités administratives. La baguette va se faire rare. 72 heures sans pain. Les boulangers maintiennent leur mot d'ordre de grève. Le mouvement d'humeur prend effet à partir de demain mardi. Les boulangers affiliés au regroupement des boulangers du Sénégal veulent une hausse du prix du pain ou la suppression de la TVA. Les propos du président du RBS, Modou Gueye, sont recueillis il y a quelques instants par Salif Sow. Oui, on maintient le mot d'ordre de grève de 72 heures, le 27, le 28 et le 29 de ce mois. Parce qu'on a écrit, mais le gouvernement n'a pas réagi, les autorités n'ont pas réagi. Pour 72 heures, on va arrêter la production sur toute l'étendue du territoire national, tous les membres du regroupement des boulangers du Sénégal et sympathisants. Mais parce qu'on ne peut plus travailler en perte, ça fait plus de 9 mois qu'on est derrière des négociations qui n'aboutissent à rien. On a travaillé sur la structure du prix du pain qui est arrivé à 0,95 francs au gramme. L'État, évoquant la sensibilité du pain, ne veut pas passer à l'application. Il y a d'autres façons pour venir en aide aux boulangers, comme ça se fait dans d'autres pays en Afrique, sous la sous-région, c'est-à-dire la suppression de la TVA. C'est une voie qu'on a indiquée à l'État du Sénégal, parce que le secteur est aussi important pour l'économie du Sénégal et l'alimentation de la population. Et je pense que le gouvernement doit revoir sa position. J'ai des doutes sur l'essence même de certaines associations de défenseurs de catégories. C'est pourquoi la RBS, cohérent avec le discours initial, maintient toujours le cap, maintient toujours sa position, la vérité des prix et la réglementation. Notez que cette grève ne sera peut-être pas suivie par tous les boulangers, puisque la Fédération des boulangers du Sénégal se démarque déjà de cette grève. Vous l'avez peut-être remarqué, le sucre se fait rare depuis plus d'une semaine. C'est d'ailleurs la raison d'une surenchère constatée dans certains points de vente. Les kilogrammes de sucre passent de 600 à 650, voire 700 francs CFA dans certaines boutiques. Illustration dans ce reportage de Maguette Souare Diallo et Pape Sangone Mbaye. Le sucre, une denrée devenue rare chez les grossistes et détaillants. Les rares quantités trouvées connaissent une hausse irrégulière à Grand Yoff,
une pénurie ressentie par les commerçants. C'est vrai, le sucre se fait rare depuis la veille de la Tabaski. Un commerçant qui vend le kilogramme à 650 francs CFA. C'est le même constat fait par ce boutiquier qui peine à trouver du sucre depuis des jours. Moi, depuis 5 jours, j'ai pas de sucre. C'est devenu rare. Cela ne nous arrange vraiment pas. Trouver du sucre est devenu un véritable casse-tête chez les populations. Moi, je suis vendeuse et j'ai besoin de ce sucre. Et il se fait rare. Le kilogramme qui coûtait 600 francs revient maintenant à 700 francs. C'est trop cher. Mais on est obligé de faire avec cette inflation. On n'a vraiment pas le choix. Quand tu pars à la boutique, les boutiquiers ne vendent plus de sucre. Tu es obligé d'aller dans plusieurs boutiques. Je ressens vraiment la rareté du sucre et c'est pas évident. Pour avoir du sucre, il faut débourser 100 francs CFA de plus, une inflation décriée par les consommateurs. Merci Maguette. Yoff est contre la délocalisation de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor malgré son exposition aux inondations. L'idée est avancée, vous le savez, par Andy Guessem. La municipalité de Yoff et les populations sont contre cette proposition. Mbalou Diatiam apporte ses précisions pour sa part. Mohamed Samb et Modou Diop. Le 25 août 2012, la structure de santé Philippe Maguilène Senghor a connu une inondation massive occasionnant des dégâts importants. L'hôpital, presque menacé par les ruissellements d'eau pluviale et les raccordements clandestins, doit être délocalisé. Non seulement les appareils sont endommagés assez fréquemment, et donc c'est des investissements supplémentaires ou complémentaires, mais c'est aussi des médicaments aussi qu'on perd, c'est des journées de travail, mais aussi les eaux qui parviennent à la structure, c'est des eaux non seulement de ruissellement, mais des eaux aussi venant de fosses septiques et d'ailleurs. Et d'ailleurs, ces eaux-là polluent, disons, la structure. Donc nous proposons la délocalisation parce que c'est de manière récurrente. La municipalité de Yoff, quant à elle, parle un autre langage différent d'une éventuelle délocalisation. Ce qui se passe, c'est que lorsque les eaux arrivent au niveau de la zone nord, ces eaux passent par le grand canal et que l'hôpital est connecté à ce grand canal. Alors quand le flux d'eau qui arrive est extrêmement important, ça crée ce qu'on appelle un refoulement au niveau de l'hôpital. Et ce refoulement ne dure que peut-être 5-6 minutes. Ensuite, l'eau continue son chemin et va jusqu'au niveau de la mer. Et je pense que la solution, elle est technique. Ce n'est pas une solution de délocalisation. Délocalisation pour aller où? Mais le syndicaliste ne lâche pas prise, même si la délocalisation de Philippe Maguilène Senghor n'est pas une demande sociale. Philippe Maguilène Senghor, conçu naguère pour une petite population, aujourd'hui dessert presque tout l'arrière-pays, comme je peux le dire. Et de ce point de vue, c'est devenu étroit et il est impossible d'élargir en longueur et aussi d'élargir en hauteur aussi. Donc, et surtout que c'est dans un bas-fond, pour ne pas dire un point bas. Donc toutes les conditions sont réunies donc, pour délocaliser la structure. Mais qui demande la délocalisation? Ce n'est pas la population. Il y a un problème technique. Laissons les services qui sont capables de gérer ce problème, le gérer dans la tranquillité, n'est-ce pas? Mais délocalisation, je pense que ce n'est pas une solution. La structure de santé Philippe Maguilène Senghor, construite dans un point bas, est souvent envahie par les eaux pluviales, les eaux usées dues au raccordement clandestin, ce qui nécessite un réajustement des canaux d'évacuation des eaux de pluie pour une bonne hygiène de cette infrastructure sanitaire. Merci Mohamed. L'actualité de ce lundi, c'est aussi Mamour Diallo qui va porter plainte contre Ousmane Sonko. Selon son avocat, Maître El Hadji Diouf, en conférence de presse, n'a pas manqué d'apporter ses preuves pour incriminer le leader du PASTEF sur l'affaire des 94 milliards. L'avocat demande d'ailleurs l'arrestation immédiate de Sonko pour délit de mensonge. Compte rendu Habib Faye et Modou Diop. Les 94 milliards de mensonges, c'est ainsi que Maître El Hadji Diouf qualifie l'affaire opposant Mamour Diallo à Ousmane Sonko. L'avocat de l'accusé soutient que le leader de PASTEF n'est intéressé que par le pouvoir. Les 94 milliards de mensonges. Décidément, le ridicule ne tue point. Dans notre pays,
un manipulateur exceptionnel. Tous ceux qui osent dire la vérité le concernant, je dis, il compte sur tout cela pour conquérir le pouvoir politique. Ousmane Sonko dérange selon la robe noire qui demande son arrestation immédiate. Sur ce, une plainte est envisagée contre lui. Avec cet énergumène qui commence à nous déranger et dont je réclame tout de suite, je vous le dis, je le démontrerai, l'arrestation et l'emprisonnement, sans quoi on risque d'assister à une faiblesse coupable de l'État du Sénégal. Et Maître Diouf de sortir ces documents qui, selon lui, accusent le leader de PASTEF d'arnaqueur. Ce document, vous verrez la signature de Sonko avec sa société Atlas, son nom, son bouquet, Ismaël Ba, aussi bien dans Mercalex que dans Atlas. Qu'est-ce qu'il dit, le protocole d'accord? Parce que c'est ça qui entraîne tout ce bruit autour de ces 94 milliards de mensonges. Mais les gens disent que ces 94 milliards n'existent pas, et ensuite on dit qu'ils voulaient prendre 12%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle contradiction? Il y a des gens trop limités. Sur les 94 milliards, Sonko en voulait 11 pour sa part pour pouvoir financer sa campagne présidentielle 2019, affirme l'avocat de Mamour Diallo. Il est l'auteur de toutes les dénonciations sans fondement, les mensonges grotesques. Mais que voulez-vous dans un pays dont la majorité est analphabète? Quand on est sans scrupules, quand on est sans foi ni loi, on peut se permettre, parce que à mon loy rousse, à mon loy jomb. Pour rappel, Ousmane Sonko a déposé sa plainte contre la commission parlementaire et son ancien directeur, son actuel protagoniste. Merci Habib. François Ier aurait dit « car tel est mon bon plaisir ». Macky Sall le dit à qui veut l'entendre. Le jour où il aura la volonté ou le désir de gracier Khalifa Sall, il le fera comme il a eu à le faire pour d'autres. Cette sortie du président teintée d'un brin d'agacement est regrettable selon le professeur de droit constitutionnel Ngouda Mboup. Certes, la grâce est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais l'évoquer de la sorte est maladroit selon le professeur. Il semble que c'est une sortie maladroite de la part d'un président de la République, parce que le président de la République, il est un juge au-dessus des partis. Et c'est ça d'ailleurs la fonction présidentielle. En réalité, il est un juge au-dessus des partis. Si on lui donne cette carrure de juge au-dessus des partis, c'est-à-dire que juger la grâce, cela signifie tout simplement qu'en réalité, qu'il le fait légalement, en vertu de la Constitution qui lui donne ce pouvoir discrétionnaire, mais pas en fonction des désirs et d'une certaine volonté. Cela équivaut à une gestion monarchique de l'État. Et cela rappelle tout simplement en réalité des périodes donc dépassées de l'histoire politique, institutionnelle et étatique. Le Sénégal se veut comme un État de droit et démocratique. Tout citoyen sénégalais qui doit bénéficier d'une grâce, on doit le faire sans le déshumaniser, sans mettre une pression ou bien une épée de Damoclès sur sa tête. Khalifa Ababacar Sall est un citoyen sénégalais qui a été arrêté, et même si tout le monde donc avait donc parlé sur le procès, l'essentiel est que donc toutes les voies de recours et des voies de droit ont été épuisées. Il me semble donc que s'il doit y avoir grâce, le président de la République doit le faire par intime conviction et en vertu des lois et règlements de ce pays. C'est une communication ratée et maladroite, parce qu'un chef de l'État, un président de la République ne devrait pas dire ça, comme on le dit dans notre langage constitutionnel. C'est important. Le président de la République, quand il parle, quand même, donc ça doit être millimétré. Le président de la République, quand il parle, quand même, ça doit être très réfléchi. On doit regarder ce qu'il doit dire. Il doit être briefé par ses conseillers. Et je pense que ça, quand même, donc, c'est des choses à regretter. Le professeur Ngouda Mboup a été l'invité du 13h de TFM. Et puis parlons de la dissidence au Parti démocratique sénégalais avec cette question. Omar Sarr et compagnie risquent-ils l'isolement après le scepticisme de Souleymane Ndéné Ndiaye sur la démarche des initiateurs de Soukali Sopi, la démarcation de Toussaint Manga à Ziguinchor, suivie de l'allégeance renouvelée à Maître Abdoulaye Wade par la Fédération de Saint-Louis. Pour le moment, le bras de fer semble tourner en faveur du pape du Sopi. Suivons à ce propos Mayor Faye avec notre équipe à Saint-Louis.
Affirmons également notre totale adhésion en ce qui concerne la mise en place du nouveau secrétariat national et le remaniement prochain du comité directeur du PDS. Le PDS prend ainsi un nouveau départ et se lance résolument dans sa grande marche vers la reconquête démocratique du pouvoir. Ceux qui, au plan local comme au plan national, essaient de s'aborder notre parti, nous leur ferons face, notamment Omar Sarr et Ahmed Fall Braya, qui ont le même allié qui s'appelle Macky Sall, pour qui ils travaillent contre les intérêts du parti depuis plusieurs années maintenant. Nous demandons à toutes les militantes et à tous les militants de maintenir le cap tracé par le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, pour resserrer les rangs au sein de notre grand parti qui est le dernier espoir des Sénégalais pour redresser notre pays. Et puis sachez que selon le journal LAS, Karim Wade, l'homme par qui tout est arrivé au Parti démocratique sénégalais, aurait été aperçu ce week-end à Kigali du côté du Rwanda. Le ministre de l'Éducation nationale est en phase avec la COSYDEP. Vous le savez, l'organisation propose de supprimer les examens entrée en 6e et du CFA. Mamadou Talla se dit prêt à examiner l'ensemble des propositions de la COSYDEP pour l'amélioration de notre système éducatif. Donc ils ont mené une belle réflexion. Nous allons travailler sur ce document pour voir comment on va l'exploiter. Mais si vous dire tout simplement que nous devrions être très dynamiques dans nos offres de formation. Une réflexion devrait être poussée. À l'heure où, au niveau mondial, on est en train de se poser la question sur quelle méthode de lecture. Dans certains pays, ils sont en train de revenir sur la méthode syllabique. D'autres sur la méthode globale ou semi-globale. C'est important qu'effectivement qu'on se pose des questions. Et également, non seulement COSYDEP parle donc de cet examen, du CFE, mais nous avons également le BFM. Nous avons une réflexion globale sur l'évaluation et sur tout le système. Puis à quelques semaines de la rentrée des classes, révisons ensemble les tables de multiplication et les différents théorèmes. Les mathématiques, ce n'est pas la tasse de thé de beaucoup parmi vous. Pourquoi les maths sont le mal aimé des matières? Professeurs et élèves se prononcent dans ce reportage de Aïssatou Paye et Tierno Laurent Mehdi. Aversion, désamour, qui n'a pas eu la tremblote ou qui ne s'est pas embrouillé devant une équation à résoudre. Les mathématiques, une bête noire. Pour cet ancien professeur, il y a beaucoup de choses à revoir pour faire aimer cette matière aux élèves. Les difficultés étant nombreuses. La façon d'enseigner, il y a aussi la maîtrise des contenus. À côté de cette maîtrise des contenus, il y a le problème de stratégie, c'est-à-dire comment faire passer ce message. Ça pose beaucoup de problèmes. Que l'élève puisse comprendre. Parce qu'en mathématiques, il faut que l'élève soit actif. Donc, ce qu'on appelle souvent la pédagogie active. Il faut fournir des activités qui intéressent l'élève, des activités qui poussent l'élève à comprendre. Forcément s'impose une nouvelle approche. Ça dépend de la façon dont se comporte le professeur. Il faut vendre sa discipline. Et quand l'élève sent qu'il a un intérêt vis-à-vis de la discipline, exactement, il va aimer. Donc quand le cours est attrayant, quand tu fais bien le cours, évidemment, et que les élèves récoltent de très bonnes notes, évidemment, ils vont aimer. Et c'est pourquoi s'impose un nouvel apprentissage des mathématiques. C'est un projet, comme vous le dites, extrêmement important pour nous au moment où on parle de sciences et de techniques dans le système éducatif sénégalais. Une réorientation nécessaire pour qu'il y ait beaucoup plus de scientifiques. Et ceci, on ne peut le réussir que si très tôt, à l'élémentaire. Bara et son père, eux, aiment les mathématiques. Mais le papa nous fait savoir qu'il faut aussi plus qu'un petit poids dans la cervelle pour exceller dans cette discipline. Les mathématiques font partie de mes matières préférées. C'est une matière qui permet aux enfants de se développer pour savoir de bonnes connaissances pour l'avenir. Il faut vraiment avoir une certaine intelligence pour pouvoir être un peu brillant en maths quand même, parce que sans l'intelligence, c'est pas facile de percer à ce niveau-là. Ça demande vraiment beaucoup de concentration. De l'intelligence pour les matières scientifiques et pour les autres matières, de quoi aurons-nous besoin? Je pense au littéraire.
Merci Aïssatou. Et puis venons-en à cet atelier de renforcement de capacité des délégués de quartier, prétexte pour s'interroger sur le rôle un peu désuet des chefs de quartier, véritables facilitateurs, régulateurs sociaux dans le passé. Aujourd'hui, les populations elles-mêmes ne sont plus enclines à aller voir le chef de quartier en cas de difficulté. Koumba Amatlo et Diafaraba. Jadis régulateur dans la société, le chef de quartier fait office d'autorité administrative. Il peut être saisi dans différents cas dans le but de faciliter la cohabitation entre voisins, une mission qui semble avoir évolué de la vie de ses citoyens. Les chefs de quartier d'aujourd'hui n'assurent plus leur mission. Avant, ils avaient le rôle de médiateur et s'intéressaient au bien-être de leurs résidents, ce qui n'est plus. C'est un représentant du gouvernement. Deux, population bi yépp ci ñoom la ñu wéro. Que ce soit à Dakar ou dans les autres régions, les délégués de quartier ont perdu leur influence. Le manque de considération des habitants est pointé du doigt. Et un peuple qui ne connaît pas ou qui ne reconnaît pas son délégué de quartier ou qui ne reconnaît pas ses droits, ça aussi c'est une erreur. Il y a quelques années, quand il y avait conflit entre habitants, avant de songer à déposer une plainte à la police, on essayait d'abord de solliciter la médiation du chef de quartier pour un règlement à l'amiable. Pour cet habitant de Grand Yoff, cette démystification est liée au choix des délégués qui devraient être revus. Un délégué de quartier, ce n'est pas parce que je suis ancien ici dans le quartier, et si tu n'es pas éduqué aussi, hein, ça aussi c'est une erreur. Voilà, moi je viens avec mon intelligence, mon savoir, toi aussi tu n'as rien à répondre parce que tu n'es pas instruit. Voilà, donc il faut choisir ceux qui sont instruits. Aujourd'hui, ces médiateurs passent presque inaperçus dans les quartiers avec le temps, mais aussi l'avènement des quartiers résidentiels et autres cités privées. Merci Koumba. Sur l'international, c'est le sujet qui suscite actuellement l'indignation du monde, l'incendie de la forêt amazonienne. Mais l'Amazonie, vous allez le voir, n'est pas la seule région de la planète touchée. D'importants feux de forêt se déroulent en Angola, République démocratique du Congo ou encore la Zambie. Selon l'agence spéciale européenne, 70% des terres brûlées sur la planète se trouvent en Afrique subsaharienne. Pour l'heure, les nombreux foyers d'incendie en Amazonie déclenchent un tollé mondial sur fond de couteaux tirés entre le président Macron et Jair Bolsonaro, son homologue du Brésil. L'Amazonie, ce bien commun universel aspirateur géant de carbone. Pourquoi ce drame environnemental nous concerne? Magatte Gaye et Diafaraba. Des centaines d'hectares de la forêt amazonienne partis en fumée. Les flammes avancent déjà depuis plus de 2 semaines. Les environnementalistes s'inquiètent et pointent du doigt la déforestation qui ne cesse d'attiser le feu. Ce sont des feux qui sont allumés par l'homme. À cause de quoi? À cause des défrichements pour l'agriculture et l'élevage. C'est un processus. On coupe les arbres, les arbustes, on les met en tas, les branches et autres, et après assèchement, on les brûle. Et ce sont ces feux qui sont dus à ces défrichements-là qui font l'objet aujourd'hui de l'actualité. Répartis sur une surface de 5,5 millions de kilomètres carrés, la destruction de la forêt amazonienne pourrait entraîner des conséquences néfastes à la survie de l'humanité. Les conséquences, on peut les entrevoir à travers ce déséquilibre climatique qui va s'accentuer. Nous allons avoir une perte de biodiversité de plus en plus importante. Or, la perte de toute espèce constitue une perte d'avantage pour l'homme en particulier. Et si cette forêt disparaît, évidemment, tout un pan culturel de plus de 420 tribus vont disparaître. Considérée comme la plus grande forêt tropicale du monde, l'Amazonie regorge de moultes ressources qui font d'elle le poumon naturel de la Terre. Par exemple, 40 000 espèces de plantes y sont, 1500 espèces d'oiseaux, 3000 espèces de poissons d'eau douce, mais aussi c'est une forêt qui séquestre environ 10% du carbone. Donc, elle joue un rôle de puits de carbone. Donc, elle est extrêmement importante. Et de ce fait, elle joue un rôle très important dans l'équilibre du climat. Environ 10% de l'eau douce
superficielle se trouve au niveau de cette forêt. Depuis plus de 40 ans, l'Amazonie a perdu 18% de sa surface à cause d'une énorme déforestation. Les écologistes accusent le nouveau président brésilien d'avoir soufflé sur les braises. Jair Bolsonaro serait un climato-sceptique qui veut exploiter davantage l'Amazonie. Et puis le round-up sportif du week-end, l'équipe nationale masculine de basketball qui engage de la confiance devant le début du mondial en Chine. Avant le début du mondial en Chine, les U20 sénégalais qualifiés en demi-finale du tournoi de football des Jeux africains 2019 à Rabat au Maroc. Et puis Génération Foot qualifiée au prochain tour de la Ligue africaine des champions qui va défier Zamalek et les clubs égyptiens le 14 septembre prochain. Tels sont les faits saillants du sport sénégalais ce week-end. Round-up, Cher Sadibou Diarra et Mambir Abdiouf. Seul club sénégalais engagé en Coupe d'Afrique des clubs Génération Foot s'est qualifié au deuxième tour de la Ligue africaine des champions, battu à Morovia 1-0. L'Académie de Denis Biramdao a surclassé LPAC Oilers 3-0 au stade La Dior de Thiès pour composter son ticket. Au prochain tour, Génération Foot va défier le grand club égyptien Zamalek. La manche allée au Sénégal le 14 septembre. Pendant ce temps, aux Jeux africains 2019, actuellement au Maroc, la délégation sénégalaise qui a déjà glané 6 médailles, une en or, 5 en bronze, est déterminée à remporter beaucoup d'autres en karaté, escrime, athlétisme et football d'ici le 31 août prochain. Les Lionceaux en foot, deuxième de leur poule avec 2 victoires et un nul, disputent la demi-finale du tournoi face au Burkina Faso ce mardi à 16h. Présentement en Chine, en vue du mondial du 31 août au 15 septembre, l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal se rassure avant la compétition. Au tournoi préparatif à Suzhou, les Lions ont perdu de 7 points devant Venezuela 81-74 avant d'écraser Porto Rico de 29 points d'écart 90-61. Les protégés de Moustapha Gueye jouent leur dernier match de préparation ce mardi à 7h face à la Jordanie. Toutes les actualités sportives tout à l'heure dans votre magazine Sport à la Une avec Cher Tidiane Diao et le service des sports. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour le 20h de TFM. Excellente suite des programmes. Bonne soirée.